L'histoire commence avec Marie-Anne, une petite fille accueillant ses parents et son nouveau petit frère, Chion, qui sera notre protagoniste. Dès à présent, ils partageront une grande aventure. 3 ans plus tard, on les voit jouer ensemble, mais la supériorité physique de Marie est évidente. Le pauvre Chion ne comprend pas comment Marie peut avoir autant d'énergie. Leur père arrive, heureux de voir Marie toujours aussi joyeuse et Chion, déjà très mature pour un enfant de 3 ans. Marie-Anne, surnommée Marie, remarque également cette maturité. Chion fait des choses inhabituelles pour son âge, comme aider sa mère, se comporter très correctement, ne pas mouiller son lit, et même imaginer qu'il possède des pouvoirs en secret pendant la nuit. Une nuit, Chion demande à son père si les monstres existent. Celui-ci répond que oui, c'est pourquoi ils ne doivent pas quitter la propriété, car c'est trop dangereux. Chion demande alors si les fées et les esprits existent. Le père répond qu'il n'a jamais entendu parler des esprits, mais que les fées existent, bien qu'elles soient rares et difficiles à trouver. Enthousiasmé, Chion demande ensuite si la magie existe. Son père semble perplexe, alors Chion précise qu'il parle de pouvoirs permettant de manipuler les éléments et de créer quelque chose à partir de rien. Le père, bien qu'instruit, n'a jamais entendu ce terme et doute de son existence. Il suppose que les gens ordinaires n'en ont probablement jamais entendu parler non plus. Curieux, il demande à Chion où il a entendu parler des esprits, des fées, de la magie et des monstres. Marie interrompt en demandant à son frère s'il va bien, remarquant qu'il semble pâle. Mais Chion la rassure en disant qu'il n'a rien. À partir de ce moment, Chion ne mentionne plus ces sujets. 3 ans plus tard, Marie s'entraîne intensément à l'épée, tandis que Chion passe son temps à lire. Il lui demande pourquoi elle s'entraîne si dur. Marie lui répond qu'en tant que grande sœur, elle veut être prête à protéger son petit frère, surtout si un monstre apparaissait. Elle a remarqué qu'elle est douée pour le combat physique, alors elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux. Cela l'a aussi aidée à accepter qu'elle n'est pas aussi intelligente et qu'elle doit miser sur ses forces. Chion ne sait pas quoi penser, ne s'étant jamais imaginé cela. Plus tard, on voit Marie s'entraîner encore et encore. Même son amie Rose est impressionnée qu'elle ne se lasse pas de répéter les mêmes exercices toute la journée. Marie invite Rose à se battre, mais cette dernière refuse, disant qu'elle est fatiguée. Rose, une blonde curieuse, demande si Chion est toujours enfermé à étudier. Marie répond que oui, comme toujours. Rose trouve intéressant que bien qu'ils soient frères et sœurs, Marie et Chion soient complètement opposés. Cela rappelle à Marie que son frère étudie sans relâche, obsédé par la magie du néant. Un jour, quelque chose commence à briller dans l'eau. Quelques jours plus tard, Marie n'hésite pas à emmener Chion à cet endroit. Chion est inquiet, car l'endroit est en dehors du périmètre autorisé, mais Marie est convaincue que cela en vaut la peine. C'est ainsi qu'un moment plus tard, des sphères lumineuses commencent à émerger de l'eau, juste avant le coucher du soleil. Marie ne comprend pas pourquoi cela se produit. Chion lui demande si leur père et les autres sont au courant de ce phénomène. Elle répond que oui, elle a montré cela à leur père dès qu'elle l'a découvert, mais, étonnamment, il n'a pas été capable de voir les sphères lumineuses. Cette révélation a éveillé une grande curiosité chez elle. Elle voulait savoir si Chion, lui, serait capable de les voir. Chion se demande alors si cette incapacité à les percevoir est quelque chose qui affecte seulement les adultes. Mais Marie précise que même certains enfants ne peuvent pas les voir et que, apparemment, chaque personne les perçoit différemment. Par exemple, elle voit les lumières comme si elles clignotaient, tandis que d'autres les voient comme une lumière continue. C'est très intriguant pour Marie, qui pense que cela pourrait être lié à la magie, un sujet que Chion avait mentionné il y a longtemps. Chion est surpris qu'elle se souvienne de cela, et Marie lui répond qu'évidemment, elle s'en souvient. Bien qu'elle ait une mauvaise mémoire, tout ce qui concerne son petit frère lui reste gravé dans l'esprit. Elle ajoute qu'après cette conversation, elle avait remarqué à quel point Chion avait été découragé. Elle a donc voulu l'emmener ici pour lui montrer cette merveille. Chion est profondément ému par ce geste, et tout finit bien entre eux. Leur lien semble encore plus fort. Le lendemain, ils sont tellement enthousiastes qu'ils finissent leur déjeuner pour la première fois, laissant leurs parents perplexes. Après cela, les deux retournent au lac pour attendre le coucher du soleil. Cependant, cette fois-ci, Chion souhaite explorer les environs pour découvrir d'où viennent ces sphères lumineuses. Marie pense qu'elles viennent du lac, ce qui semble évident. Mais Chion émet l'hypothèse qu'une créature vivant dans l'eau pourrait en être responsable. Cela le fascine tellement qu'il veut absolument en découvrir l'origine exacte. Marie, bien qu'elle ait du mal à réfléchir sur ce genre de sujet, décide de soutenir son frère dans cette quête, car il est si enthousiaste. Chion propose un plan, ils utiliseront 3 seaux en bois, chacun contenant quelque chose de différent, des pierres dans le premier, du sable dans le deuxième, et des plantes aquatiques dans le troisième. Ils ajoutent également des poissons, mais ils n'ont pas encore réussi à en attraper. Malgré cela, Chion est si heureux qu'il remercie sa sœur de l'avoir accompagné dans cette aventure si spéciale. Marie lui répond que ce n'est rien, car elle est sa grande sœur, et c'est son rôle de le soutenir. Tous deux sont ravis de cette recherche liée à la magie et espèrent obtenir des réponses. Finalement, ils attrapent un poisson, une truite, un poisson assez commun dans la région. Soudain, Rose apparaît et demande à Marie ce qu'ils sont en train de faire. Apparemment, Rose ne connaissait pas Chion.
Après des présentations assez formelles, Rose demande pourquoi il pêche précisément dans ce lac. Marie ne sait pas vraiment répondre et dit que son frère est celui qui a la réponse. Rose commence à demander au protagoniste s'il peut voir les sphères lumineuses. Il répond que oui. La jeune femme blonde trouve ce phénomène étrange mais fascinant. Apparemment, Rose est aussi une grande admiratrice de ces sphères. Elle vient souvent au lac pour les observer au coucher du soleil. Chion, curieux, lui demande si elle en sait plus sur les sphères, comment elles se forment, ce qu'elles sont exactement, etc. Malheureusement, Rose avoue qu'elle ne fait que les regarder sans chercher à en comprendre davantage. En passant, elle demande à Chion de s'éloigner un peu, car il est trop proche. Cela semble légèrement agacer Marie, mais on passe rapidement au moment du coucher du soleil. Les sphères commencent à émerger, mais l'expérience des sauts n'a pas fonctionné, malgré les efforts de Chion pour recréer les conditions du lac. Chion est persuadé qu'il doit y avoir beaucoup plus de créatures dans l'eau, mais Rose, qui ignore leur nombre exact, estime qu'il serait impossible de les rassembler toutes. Chion décide alors de se jeter dans l'eau pour explorer, une idée folle qui pousse Marie à l'accompagner. En entrant, Chion remarque que l'eau est étonnamment tiède et chatouille légèrement. Il tente de voir ce qu'il y a dans le lac, mais l'eau est trop trouble pour distinguer quoi que ce soit. Cependant, il découvre quelque chose d'intéressant, il pense que les sphères sont produites par une créature aquatique, peut-être des poissons ou autre chose. Quand Marie lui demande pourquoi il pense cela, Chion répond que la lumière semble provenir d'un endroit précis dans le lac. Malheureusement, il est encore impossible de déterminer quelle créature en est responsable. Malgré l'absence de réponse claire, Chion remercie sa sœur pour son aide. Marie lui rappelle qu'ils sont de la même famille et qu'il n'a pas besoin de la remercier pour tout ce qu'elle fait. Mais Chion insiste, et Marie finit par accepter ses remerciements. Rose, de son côté, est ravie qu'ils aient attrapé quelque chose, une truite était une femelle. Cela les surprend, car attraper des mâles est beaucoup plus facile, tandis que les femelles restent généralement dans des zones plus profondes et difficiles d'accès. Rose explique que c'est la saison de frai, ce qui explique pourquoi les femelles sont plus proches de la surface, rendant leur capture plus facile. À cet instant, des sphères lumineuses commencent à émaner de la truite femelle. Enfin, ils comprennent d'où viennent ces sphères. Chion pense que ces lumières font partie du rituel de parade nuptiale des truites étaines. Marie ne saisit pas bien ce que cela signifie, alors Rose lui explique que c'est comme lorsqu'un poisson dit à un autre qu'il devrait se marier, fonder une famille, et ainsi de suite. Amusée, Marie suggère qu'elle pourrait fonder une famille avec Chion dans le futur, mais ce dernier lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, et que ce genre de choses n'est pas possible. À cela, il semble évident que tout le monde est d'accord avec lui. Le sujet devient très gênant, à vrai dire. Le lendemain matin, Marie raconte que sa mère s'est fâchée contre elle. La raison? Elle lui a dit la même chose qu'au protagoniste, qu'elle voulait se marier avec Chion. Évidemment, sa mère a très mal pris cette déclaration, et comment ne pas se fâcher en entendant cela? Marie essaie d'oublier ce sujet, mais il semble qu'il reviendra de temps à autre. Elle est triste, car elle veut rester auprès de Chion pour toujours. Mais si elle ne peut pas se marier avec lui, chacun finira par se marier avec quelqu'un d'autre, ce qui les séparera. Chion lui explique qu'il est désolé, mais qu'ils ne pourront pas se marier. Cependant, il ajoute qu'il ne se mariera pas non plus avec une autre personne. Ainsi, il pourra toujours l'accompagner tout au long de sa vie, et ils pourront continuer à vivre des aventures ensemble dans ce monde incroyable. Si jamais leur père posait problème concernant l'héritage familial, Chion plaisante en disant qu'il adopterait quelqu'un à la place. Chion semble sincère et lui réaffirme qu'ils ne peuvent pas se marier. Pour apaiser Marie, il la prend dans ses bras pour qu'elle ne soit pas triste. Cependant, quelque chose d'étrange se produit, le jeune protagoniste commence à briller. Il pense d'abord que cela pourrait être de l'énergie magique, ce qui l'emballe énormément. Mais en y réfléchissant, il réalise que cela pourrait être lié à l'énergie des truites étaines. Lorsqu'il est entré dans le lac, cette énergie aurait pu se graver en lui. Chion ne comprend pas complètement, mais il soupçonne que le rituel de parade nuptiale des truites soit lié à la situation. En même temps, sa promesse à Marie de ne pas se marier semble avoir déclenché une réaction magique. Marie, bouleversée, s'enfuit en pleurant. De son côté, Chion est désormais convaincu que la magie existe réellement dans ce monde, bien qu'elle ne soit pas encore développée. Cela le motive à créer et développer des techniques magiques dans ce nouveau monde où il a été réincarné. Dans la scène suivante, un homme regarde son minuteur. Il semble heureux d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Selon lui, ceux qui restent vierges jusqu'à cet âge deviennent des sorciers. Il ne peut contenir son excitation. Il a attendu ce moment si longtemps qu'il est enfin prêt à lancer son premier sort de feu. Cependant, rien ne se produit. Après avoir tenté plusieurs sorts sans succès, il est épuisé. Rien ne fonctionne. Il décide alors d'invoquer une créature légendaire, mais encore une fois, rien ne se passe. Résigné, il ne peut accepter que la magie n'existe pas. Déçu par un monde qu'il trouve ennuyeux, il décide de dormir pour se préparer à une autre journée de travail. Cependant, au lieu d'être renversé par le célèbre camion Kun, c'est une crise cardiaque qui semble avoir pris le relais. L'homme se retrouve confronté à une situation qui met sa vie en danger. Il réfléchit à son existence et à la manière dont ce monde ne lui correspond pas.
Ce qui le motivait à continuer à vivre, c'était l'idée que la magie existait. Il croyait qu'en restant vierge jusqu'à 30 ans, il deviendrait un sorcier. La magie était son seul moteur, mais la réalité lui a prouvé le contraire. Pourtant, tout semble sur le point de changer. 3 ans plus tard, il se consacre entièrement à l'étude et à la recherche sur la magie. Malgré son scepticisme croissant, il découvre finalement une possibilité d'existence magique. Il essaie de lancer un sort, mais cela échoue à nouveau. Réalisant qu'il doit recommencer par les bases, il doute encore de la réalité de la magie. Soudain, Marie arrive pour lui proposer une pause goûter. Mais avant cela, il veut lui dire quelque chose. Après un moment d'hésitation, il lui avoue qu'il l'aime beaucoup. Marie rougit, et à cet instant, une lumière s'active en lui. Xion se demande si cette lumière nécessite qu'il se confesse à chaque fois. Cela lui semble absurde et embarrassant. Mais Marie, d'abord fâchée, est ensuite touchée par sa sincérité. Elle lui pardonne et lui demande s'il a découvert quelque chose d'autre. Xion lui explique que ses pouvoirs semblent liés à ses émotions, notamment lorsqu'il avoue ses sentiments. Marie, un peu perdue, écoute attentivement. Xion décide alors de tenter autre chose. Il réfléchit à d'autres émotions fortes, comme la joie, l'excitation ou l'anticipation. Après un moment de concentration, il réussit enfin à briller de manière consciente, même si cela ne dure que quelques secondes. Marie est impressionnée par ses progrès, et Xion est ravi d'avoir provoqué un phénomène qui défie la logique. Il en conclut que la magie existe bel et bien. Xion compare son expérience à celle des anguilles électriques, qui possèdent un organe spécial leur permettant de percevoir et de générer des champs électriques. Il suppose que les habitants de ce monde pourraient avoir un mécanisme similaire pour percevoir et produire de l'énergie magique. Il nomme cette capacité état de charge magique, décrivant la capacité consciente d'émettre de l'énergie magique. Regardez le visage du protagoniste après avoir utilisé un peu de magie, c'est un rêve devenu réalité. Marie ne peut s'empêcher d'être heureuse pour son frère, car elle ne l'avait jamais vu aussi joyeux. Après un certain temps, on apprend que le protagoniste est en état de charge magique depuis plus d'1 mois. Grâce à cela, il a découvert plusieurs choses. Premièrement, pour entrer dans cet état, une émotion intense est nécessaire, mais maintenir une telle émotion est extrêmement difficile. Bien que, selon lui, s'il s'agit de colère, il pourrait probablement la maintenir plus longtemps. Deuxièmement, le nombre de fois par jour où l'on peut entrer dans cet état est limité, car utiliser toute son énergie magique disponible entraîne une fatigue soudaine. Troisièmement, si l'on pousse ses capacités magiques jusqu'à la limite, lors de la prochaine utilisation, cette capacité aura augmenté. Quatrièmement, cet état, tout comme les sphères d'énergie, n'est pas visible pour ceux qui n'ont pas d'aptitude magique. Ceux qui en ont peuvent le voir et ressentir une chaleur en touchant cette énergie. Enfin, cinquièmement, et c'est le plus problématique, Xion ne peut pas projeter de sphère de lumière. Il pense que son niveau d'énergie est si faible qu'il ne peut qu'illuminer son corps, ce qui le rend incertain sur ses capacités. Il craint d'avoir moins de magie qu'un poisson. Malgré ce sentiment de stagnation, il refuse d'abandonner. Il se rappelle que les truites brillent avant de libérer des sphères de lumière. Il décide donc de s'inspirer de ce processus. Xion essaie d'éclairer son corps et de diriger son pouvoir vers son bras droit. Mais c'est très difficile, invoquer des émotions positives est instinctif et émotionnel, tandis que se concentrer sur un membre précis est un acte logique. Ces deux processus opposés sont complexes à synchroniser. Il pense alors à inverser le processus, s'il réunit son pouvoir dans sa main droite, cela pourrait le rendre heureux. Et ça marche. Xion réussit, et il ne peut s'empêcher de ressentir une grande satisfaction. Il tente de frapper avec cette énergie, mais finit par se blesser. Bien qu'il n'ait pas pu détruire quoi que ce soit, il est heureux d'avoir généré une lumière puissante. Xion appelle cela l'accumulation magique, et le fait de le faire consciemment, l'état d'accumulation magique. Il est ravi de cette avancée et continue de s'entraîner jusqu'à épuisement. Le lendemain, Xion, Rose et Gawain, son père, participent à un entraînement d'escrime. Gawain les avertit de prendre cet exercice au sérieux. Même une épée en bois peut être dangereuse. Xion proteste, disant qu'il ne veut pas se battre, donc apprendre l'escrime lui semble inutile. Mais son père lui explique qu'une épée ne sert pas qu'à combattre des personnes, des monstres dangereux rôdent en dehors du village, et il devra se défendre. Rose montre de grandes aptitudes et Gawain lui dit qu'avec un entraînement rigoureux, elle deviendra une grande épéiste dans un futur proche. Puis vient le tour de Marie, qui est très rapide et talentueuse avec l'épée. Cependant, son père la surpasse aisément. Il la félicite pour son attaque surprise mais lui conseille de réduire l'amplitude de ses mouvements. Il l'encourage à continuer, affirmant qu'elle aussi deviendra une combattante exceptionnelle. Pendant ce temps, Xion retourne à ses propres exercices. Il se concentre sur l'idée que libérer la magie accumulée dans sa main droite le rendra heureux. Malheureusement, il n'y parvient pas encore. Le protagoniste se demande s'il fait quelque chose de mal. Avant, il atteignait rapidement ses limites après seulement quelques essais d'accumulation magique. Maintenant, il peut essayer jusqu'à 20 fois sans que cela ne donne de résultat. Déçu, il envisage de faire une pause et de revoir ses méthodes. Son père frappe alors à la porte et lui demande s'il est occupé. Xion répond que non,
et son père lui propose de l'accompagner pour une promenade à Historia. Historia est une ville située dans la région d'Heth, là où vivent Xion et sa famille. Bien que ce soit la ville la plus proche, le trajet a été difficile pour Marie. Gawain explique qu'ils sont venus pour faire des courses, passer à la forge, puis rentrer chez eux. Il demande à ses deux enfants de ne pas s'éloigner, car il serait facile de se perdre. Xion, un peu déçu, avait espéré trouver des indices sur la magie, mais en tant qu'enfant, il doit rester près de ses parents. Cependant, il décide de noter tous les lieux intéressants pour y revenir une fois adulte. Pendant qu'ils attendent leurs parents, Xion remarque que Marie semble agitée et lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui répond que non, qu'il doit s'imaginer des choses. Les courses terminées, il se dirige vers la forge. Là, Gawain tombe sur Grast, un vieil ami. Grast demande s'il est venu pour récupérer sa commande, une épée très résistante destinée à Marie. Il se présente aux enfants comme un ancien camarade de leur père et, après une plaisanterie avec Gawain, il apporte l'épée. Marie reçoit son cadeau, une épée légère et facile à manier, parfaite pour elle. Elle ne peut cacher son excitation devant une arme aussi incroyable. Sur le chemin du retour, Marie se sent coupable d'avoir été la seule à recevoir un cadeau. Elle s'excuse auprès de Xion, qui lui rappelle que c'est son anniversaire, qu'il est plus jeune, et qu'il ne veut pas d'épée de toute façon. Marie lui dit qu'il devrait être un peu plus égoïste parfois, mais Xion répond qu'il l'est déjà, puisqu'il l'a convaincu de participer à ses expériences magiques. Alors qu'il marche, Xion aperçoit quelqu'un portant un objet étrange au loin. Il demande à son père ce qu'il y a dans cette boutique. Gawain lui répond que ce n'est rien d'important et qu'il n'a pas besoin de savoir. Xion s'excuse, mais il est convaincu qu'il a vu un panneau indiquant vente de fées sur cette boutique. Alors qu'un bûcheron tente de rentrer chez lui pour éviter que son bois ne soit abîmé par la pluie, il croise un homme terrifié. Ce dernier lui explique qu'il vient de tomber sur des gobelins, qui pourraient s'en prendre aux habitants. Il est donc urgent de demander de l'aide. Pendant ce temps, le protagoniste continue de s'entraîner avec sa magie. Il parvient désormais à maintenir son énergie dans sa main pendant 10 secondes grâce à l'aide précieuse de Marie. Cependant, il sait que ce n'est pas suffisant, accumuler de l'énergie ne signifie pas forcément pouvoir l'utiliser efficacement. Marie, admirative de sa magie, l'encourage à matérialiser le sort qu'il désire tant. Le protagoniste rêve de magie réelle, comme une boule de feu ou un éclair puissant, mais il réalise que tout repose sur l'émotion, la volonté et le désir, et sur la manière de connecter ces éléments aux phénomènes naturels. Tandis qu'il réfléchit profondément, Marie tente de l'interrompre, quelque chose se passe en bas. Il descend et découvre plusieurs hommes en discussion avec son père, qui annonce une mauvaise nouvelle, des gobelins sont apparus. Xion, le protagoniste, est intrigué et un peu excité à l'idée d'en apprendre davantage sur ces créatures. Mais son père est préoccupé par le danger qu'ils représentent. Xion voit cette situation comme une opportunité d'enquêter sur la magie en observant les gobelins. Cependant, il ne comprend pas pourquoi tout le monde semble si tendu, sachant que les gobelins sont généralement considérés comme des ennemis faibles. Gawain, le père, annonce qu'il va rassembler toutes les femmes et les enfants de la région dans leur maison pour les protéger. Il ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur, car sortir serait trop risqué. Marie, bien qu'effrayée, promet de protéger son petit frère. Avant que Gawain ne parte, Xion lui demande si les gobelins sont suffisamment intelligents et forts pour grimper au 2e étage de la maison. Son père répond que non, les gobelins sont plutôt stupides, et avec la pluie rendant le mur extérieur glissant, cela semble impossible. Xion propose alors de renforcer les entrées et de cacher tout le monde au 2e étage. Gawain approuve le plan, et en 2 heures, tous les villageois et la famille de Xion se réfugient dans la maison. Cependant, un gobelin finit par apparaître à l'extérieur. Il commence à gratter la porte avec insistance. Xion sait que ce n'est pas son père, qui devait donner un signal pour entrer. La tension monte encore d'un cran lorsque la créature brise une fenêtre et commence à s'approcher de l'endroit où tout le monde se cache. La situation devient critique, chacun doit garder un silence absolu pour ne pas attirer l'attention du gobelin. Après un moment qui semble durer une éternité, le monstre semble se retirer. Tout le monde commence à se détendre, mais soudain, un coup de tonnerre éclate. Une femme, terrifiée, pousse un cri, alertant immédiatement le gobelin qu'il y a bel et bien des personnes dans la maison. Alors que le gobelin commence à frapper violemment la porte en bois, il finit par la détruire et entre dans la pièce. Tout le monde est paralysé par la peur, et la mère de Xion, sous le choc, supplie la créature d'épargner les enfants. Malheureusement, elle trébuche et tombe au sol, ce qui amuse le gobelin. Xion comprend que cette créature sait qu'elle est la plus forte ici, et c'est pourquoi elle se moque ouvertement. Marie, déterminée, sort son épée et se prépare à se battre. Bien que Xion lui dise que c'est une mauvaise idée, elle insiste pour tenir sa promesse de le protéger. Mais d'un simple mouvement, le gobelin lui arrache son arme et s'apprête à l'attaquer. C'est alors qu'Emma, la mère de Xion, s'interpose pour protéger sa fille et se fait grièvement blesser. Le gobelin, impitoyable, n'a pas l'intention de s'arrêter. Face à cette scène, Xion réalise qu'il est sur le point de perdre sa famille. Désespéré, il se jette sur le gobelin et attrape son bras, même en sachant que cela ne servira probablement à rien. Mais soudain,
il remarque une lueur, de l'énergie magique commence à se manifester. Il décide de concentrer davantage d'énergie, et, à sa grande surprise, le bras du gobelin commence à brûler. Personne d'autre ne semble comprendre ce qui se passe, mais Xion refuse d'abandonner. Il utilise cette même énergie sur la tête de la créature et parvient finalement à la vaincre. Après ce moment de tension extrême, il ne sait pas lui-même ce qu'il vient de faire. Mais ce qui le trouble le plus, c'est le regard des autres, qui le fixent comme s'il était lui-même un monstre. Rose, l'une des villageoises, le remercie pour avoir sauvé tout le monde, ce qui le réconforte un peu. Cependant, son attention se tourne immédiatement vers Emma, qui est gravement blessée. Pas la cause de la perte de sang, elle est dans un état critique. Xion sait qu'il doit agir vite pour arrêter l'hémorragie. Heureusement, d'autres personnes arrivent pour l'aider à la déplacer dans une chambre. Xion demande si quelqu'un connaît des bases en médecine, mais personne n'a de connaissances suffisantes. Il se remémore alors les pratiques médicales de son ancien monde et demande si quelqu'un sait coudre. Une jeune femme se porte volontaire. Xion lui demande de rassembler des linges propres, des outils de couture, et un peu de liqueur, tout en ordonnant de déplacer le cadavre du gobelin. Un enfant s'approche pour remercier Xion de les avoir sauvés, ce qui lui donne du courage. Après avoir examiné les blessures d'Emma, il constate avec soulagement qu'elles ne sont pas aussi profondes qu'il le craignait. Cependant, il craint que les griffes du gobelin ne soient empoisonnées. Malgré tout, il décide de tenter le tout pour sauver sa mère. Il explique à la couturière qu'il faut suturer la plaie pour arrêter le saignement, même si cette idée semble étrange dans ce monde où les méthodes médicales se limitent souvent à des plantes et de l'eau chaude. Bien qu'hésitante, elle finit par accepter après que Xion lui explique que c'est leur seule chance de sauver Emma. Avec son aide, ils parviennent à stabiliser la blessure. Emma, bien que faible, semble sourire, ce qui soulage tout le monde. Xion remercie la couturière, mais cette dernière lui demande si sa mère va vraiment s'en sortir. Il répond qu'Emma devra passer par une longue période de récupération, mais qu'elle guérira complètement. Marie, bouleversée, fond en larmes et serre Xion dans ses bras, soulagée que tout soit enfin terminé. Xion, bien que fatigué, la réconforte en lui assurant que tout ira bien. Les hommes du village arrivent enfin et expliquent qu'ils ont découvert une madriguère de gobelins dans une forêt proche. Ils en ont éliminé 2, mais, après avoir repéré davantage de traces, ils ont préféré revenir rapidement au village. Bien que le combat ait causé des blessés, heureusement, aucune vie n'a été perdue. Impressionnant de voir comment seulement 3 gobelins ont pu mettre tout un village sur le qui-vive. Heureusement, la paix est revenue. De retour chez Xion, le médecin annonce qu'Emma est hors de danger. Malgré la profondeur de la blessure, aucun organe ni os n'a été touché. Il se dit surpris de voir une couture aussi soignée et demande si quelqu'un présent a des connaissances médicales. Gawain, le père de Xion, répond vaguement que oui, sans entrer dans les détails. Emma devra cependant se reposer longuement. Marie, pleine de remords, s'excuse auprès de sa mère, pensant que sa témérité est la raison de son état. Mais Emma la rassure en lui disant qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle a simplement tenté de protéger tout le monde, et qu'elle est fière de son courage. Plus tard, Gawain discute avec Xion. Les villageois lui ont raconté toute l'histoire, ce qui confirme ce que Xion avait déjà dit. Gawain se demande alors comment un garçon si jeune a su quoi faire dans une situation aussi critique, et surtout, d'où lui viennent ses connaissances en médecine. Xion, mal à l'aise, ne peut pas révéler qu'il était un Japonais de 30 ans dans une vie antérieure. Il répond simplement que c'était une intuition. Gawain enchaîne avec une autre question, comment Xion a-t-il vaincu le gobelin? Le silence du garçon le pousse à demander si les brûlures sur le gobelin étaient causées par de la magie. Xion, surpris, admet que c'est le cas. Gawain explique qu'il se doutait que la magie était impliquée, car bien que Xion soit intelligent et mature, il ne l'avait jamais vu poser autant de questions sur ce sujet auparavant. Xion hésite, mais demande à son père s'il serait prêt à croire son histoire s'il lui expliquait tout. Gawain répond qu'il n'en est pas sûr, mais qu'il est disposé à l'écouter. Marie intervient, expliquant que Xion a beaucoup étudié la magie, ce qui ne plaît pas à Gawain. Ce dernier craint que, si cela venait à se savoir, les habitants pourraient commencer à le pourchasser à cause de ses capacités. Gawain met en garde Xion, dans ce monde, certaines choses ne doivent jamais être apprises ni explorées. Il lui demande donc d'abandonner ses recherches sur la magie, qu'il considère comme un pouvoir trop dangereux. Marie s'oppose fermement à cette idée, affirmant que c'est grâce aux connaissances de Xion qu'ils ont tous survécu, y compris Emma. Malgré cela, Gawain insiste pour que Xion abandonne. Xion, de son côté, se remémore tout ce qu'il a accompli pour protéger sa sœur et ses proches. Il décide qu'il ne peut pas abandonner ses recherches sur la magie. Il explique à son père qu'il comprend ses inquiétudes, mais qu'abandonner la magie serait renoncer à ce qui le rend heureux. Furieux, Gawain lui demande de réfléchir, arguant qu'il n'est qu'un enfant vivant dans des fantasmes. Xion, résolu, répond qu'il est prêt à être désavoué s'il le faut. Pris de court, Gawain lui demande s'il est vraiment prêt à continuer malgré les moqueries ou les risques. Xion confirme qu'il s'en fiche complètement. Face à cette détermination, Gawain cède, mais pose une condition, Xion devra lui rapporter chaque progrès et chaque découverte.
Si jamais ses recherches deviennent trop dangereuses, Gawain n'hésitera pas à intervenir. Xion est abasourdi lorsque son père ajoute qu'il le soutiendra désormais pour qu'il réalise son rêve. Une fois le feu de camp allumé, le protagoniste décide de tester quelque chose en utilisant son accumulation. Il finit par se brûler, mais heureusement, il y a un peu d'eau à disposition. Ce n'était pas une expérience agréable, mais Xion dit avoir compris quelque chose. Il voulait voir ce qui se passerait s'il touchait un phénomène naturel comme le feu avec son énergie magique. Le résultat est surprenant, les flammes rouges deviennent bleues et se propagent grâce à son accumulation. Son père, bien qu'incapable de voir ce qui s'est passé, comprend que quelque chose a eu lieu et n'a d'autre choix que de le croire. Xion réalise alors que cela pourrait être similaire à la magie du feu qu'il a toujours voulu maîtriser. Avec de l'entraînement, il pense pouvoir progresser. Il commence donc à s'exercer avec son père, observant les variations de la fumée, de la température et de la couleur des flammes, tout en affinant son énergie magique. Malgré de nombreuses tentatives, il ne parvient pas à obtenir le résultat espéré. Heureusement, son père continue de le soutenir et part chercher des boissons. Pendant ce temps, Rose demande à Xion s'il est en train d'expérimenter avec la magie. Il lui raconte tout ce qui s'est passé, ce qui la surprend énormément. Il lui promet de lui montrer bientôt ses progrès, mais seulement en présence de son père. Rose se réjouit que Gawain soit si compréhensif, et Xion aussi. Il en profite pour la remercier des mots qu'elle lui avait adressés lorsqu'il avait vaincu le gobelin, car sans eux, il n'aurait peut-être pas eu le courage de continuer. Rose, touchée, lui répond qu'en réalité, c'est elle qui lui est reconnaissante, car il les a littéralement sauvés de la mort. Le sujet change lorsque Rose se demande où se trouve Marie. Elle découvre que cette dernière s'entraîne à l'épée, car elle ne supporte pas ce qui s'est passé lors de l'attaque du gobelin. Elle avait promis de protéger son petit frère, mais sa faiblesse l'en a empêché. Elle s'entraîne donc intensément pour ne plus jamais échouer dans cette mission. Xion fait le point sur ce qu'il a appris. Premièrement, plus il accumule d'énergie magique, plus les flammes de sa main deviennent grandes. Plus il en dépense, plus la magie est puissante. Deuxièmement, il a essayé avec d'autres sources de chaleur en dehors du feu, et à sa surprise, il y a eu une réaction similaire. Tant que la température est élevée, sa main s'enflamme. Troisièmement, s'il touche le feu lorsqu'il est chargé magiquement, les flammes se propagent. Enfin, même s'il couvre sa main avec un gant, l'accumulation traverse le tissu, ce qui a conduit à brûler le gant lors de ses expériences avec le feu. Pour le moment, il semble que cette magie fonctionne comme une substance inflammable, mais elle reste instable et sans application pratique. Son objectif de contrôler le feu est encore hors de portée. Il aimerait pouvoir projeter des sphères d'énergie avec ses mains, comme les truites le font, mais cela semble impossible pour l'instant. C'est alors que Marie intervient, expliquant qu'elle y parvient sans difficulté et le lui prouve immédiatement, laissant Xion sous le choc. Elle avait essayé après qu'il lui en ait parlé, et cela avait fonctionné. Même Rose réussit facilement. Xion tente à son tour et parvient à accomplir la première étape. Rose lui conseille alors d'imaginer qu'il attire l'énergie loin de la paume de sa main. Il comprend qu'il ne doit pas libérer toute son énergie d'un coup, mais seulement une petite quantité. Finalement, il y parvient. Son père, bien qu'incapable de voir ce qu'il fait, semble deviner qu'il a réussi. Immédiatement, ils sortent pour poursuivre l'expérience. Son père lui demande s'il a besoin qu'il allume un feu, mais Xion a réfléchi à une autre solution. Il sort une pierre à feu portable, active sa magie et, d'un seul geste, expulse sa toute première boule de feu. L'instant est incroyable, même son père perçoit l'exploit et ne peut cacher son excitation. Xion est fou de joie. Même si ce n'est qu'un petit pas, il a enfin réalisé le début de son rêve. Après plus de 30 ans à aspirer à utiliser la magie, il y est enfin parvenu. Il affiche un large sourire peut-être un peu étrange, au point d'effrayer légèrement son père. Plus tard, il décide de baptiser sa magie de feu Flar. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, mais il espère bientôt faire des progrès significatifs. Un mois après l'attaque des gobelins, tout semble aller pour le mieux. Le protagoniste, cependant, est épuisé. Utiliser Flar exige une concentration constante sur son énergie magique, et plus il tente de l'ordonner consciemment, moins il parvient à libérer de puissance. Il doit manifestement trouver une autre méthode. Son entraînement est interrompu lorsqu'il entend sa sœur s'entraîner avec acharnement. Ses mains sont blessées, mais elle n'y prête aucune attention, déterminée à devenir plus forte le plus rapidement possible. Malgré les supplications de son père et de Xion pour qu'elle se repose, elle refuse catégoriquement. Lorsque Xion insiste, elle réagit mal, mais se ravise immédiatement et lui promet qu'elle se reposera plus tard. Pendant ce temps, Xion parle à son père d'un concept inexistant dans ce monde, l'électricité. Il explique que c'est un phénomène similaire à la foudre et se demande si une créature locale pourrait en générer. Son père lui répond que non, mais il se souvient que Grast lui avait parlé d'un phénomène ressemblant à un éclair. Intrigué, Xion décide d'en savoir plus et propose à sa sœur de l'accompagner. Elle refuse, prétextant être occupée. En arrivant chez Grast, celui-ci lui parle du minéral de foudre. Gawain exprime son intérêt pour cet élément, mais le forgeron explique qu'il est difficile à obtenir et à transporter en raison de son instabilité. Il est souvent abandonné sur place pour éviter tout risque.
Xion comprend qu'il doit tirer parti de cette opportunité et demande à Grast s'il existe un arbre à sève blanche dans la région. Il fait référence à l'EVA, mais il semble qu'il n'y en ait pas ici. Il envisage alors d'autres isolants comme le verre, mais il ne veut pas prendre de risques sans en connaître la résistance. Il demande ensuite s'il existe un minéral nommé mica, qui se présente sous forme de fines couches transparentes ressemblant à du cristal. Grast pense à un matériau appelé cristal de papier et en possède justement un échantillon, qu'il trouve particulièrement esthétique. Xion explique que le mica sert à fabriquer des plaques isolantes et se demande s'il peut en faire autant avec ce cristal. Cependant, il ignore encore comment le manipuler correctement. Le forgeron s'interroge sur ses intentions, mais Gawin assure que Xion ne pense pas comme un enfant ordinaire. Il pourrait bien concevoir quelque chose d'exceptionnel. Xion cherche à obtenir un cristal de papier plus grand, et Grast lui recommande d'aller au district commercial, où il pourra en acheter de toute taille. Il apprend qu'un spécimen de bonne dimension coûte environ 4000, une somme conséquente, suffisante pour qu'une famille entière dîne dans un restaurant de qualité. Contre toute attente, son père accepte immédiatement de le lui acheter. Xion proteste en raison du prix élevé, mais Gawin insiste, expliquant qu'il ne lui a jamais rien demandé auparavant. Maintenant qu'il peut lui faire plaisir, il le fait volontiers. Une fois le minéral de foudre en sa possession, Xion se prépare à expérimenter sous les yeux de ses parents. Sa mère est particulièrement enthousiaste, impatiente de voir les capacités de son fils. Il lance sa magie et assiste à une réaction inattendue. Tout se passe si vite que ses parents croient à un échec et l'encouragent à ne pas abandonner. Mais en réalité, Xion affiche un sourire qui en dit long. Il a atteint son objectif. Son énergie magique, en entrant en contact avec le minéral de foudre, ne s'est pas enflammée mais a produit une multitude d'étincelles. Cela prouve que l'énergie magique ne possède pas seulement des propriétés inflammables, elle imite et amplifie les phénomènes qu'elle touche. Le rêve de Xion d'utiliser plusieurs types de magie ne semble plus aussi irréalisable qu'il le pensait. Le véritable défi est maintenant de transformer cette énergie en un courant électrique et de pouvoir projeter des éclairs depuis ses mains. Cependant, un problème majeur persiste, dès que son énergie touche le minéral de foudre, elle explose immédiatement. Tant qu'il ne résout pas cela, il restera bloqué. Il commence à douter, sentant qu'il fait quelque chose de mal. Mais soudain, une nouvelle idée lui vient à l'esprit. Après réflexion, il réalise qu'il n'est pas obligé de donner à sa magie une forme sphérique. Il commence donc à émettre son énergie sous différentes formes, découvrant ainsi qu'il s'était inconsciemment limité. Alors qu'il aurait pu dès le départ la modeler à sa guise, il s'était obstiné à reproduire les mêmes schémas. Enthousiaste, il veut immédiatement partager cette révélation avec sa sœur, mais il se rend compte qu'elle n'est pas dans sa chambre. De plus, elle a retiré ses bandages. Inquiet, il part à sa recherche et finit par la retrouver en plein entraînement contre un arbre. À cet instant, tout devient clair pour lui. Il comprend qu'elle l'a toujours soutenu lorsqu'il apprenait la magie, alors que lui, de son côté, avait été arrogant en pensant qu'elle n'avait pas besoin de se donner autant de mal avec l'escrime. Il s'excuse sincèrement. Mais Marie lui répond que ce n'est pas grave. Certes, elle s'est parfois demandé pourquoi il ne l'encourageait pas autant qu'elle l'avait fait pour lui, mais elle a vite compris qu'il n'y était pour rien. Elle lui avoue alors qu'en réalité, c'est elle qui l'envie. En tant que sœur aînée, elle s'était promis de toujours le protéger. C'est pour cela qu'elle l'a toujours soutenu et qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Cependant, le fait d'avoir été incapable de faire quoi que ce soit face au gobelin la remplit de frustration. Elle voudrait être plus forte, avoir plus de courage pour affronter les épreuves qui se dresseront sur son chemin et ainsi être capable de le protéger. Mais elle trouve cela incroyablement difficile. Touchée par ses paroles, Xion la serre dans ses bras et s'excuse à nouveau de ne pas avoir été plus présent pour elle et de ne pas avoir compris ses sentiments plus tôt. Marie, à son tour, s'excuse pour son comportement envers lui. Dans une étreinte sincère, ils se promettent de progresser ensemble et de s'améliorer, chacun à leur manière. Xion nous raconte que, depuis sa réconciliation avec sa sœur, elle est devenue beaucoup plus collante que d'habitude. Comme il a besoin de son espace, il lui demande de s'éloigner un peu, car il doit être seul pour expérimenter avec sa magie. Il nous explique ensuite que, grâce à ses nouvelles connaissances, il a découvert qu'il peut étendre son énergie ainsi que sa portée, bien que celle-ci devienne plus faible. En d'autres termes, plus il disperse son énergie, plus son pouvoir magique s'affaiblit. Il vient de vérifier que, lorsqu'il comprime sa magie, la puissance de son flare augmente considérablement. Il décide alors de baptiser cette technique Gas Flare. D'un autre côté, sa magie électrique ne produit qu'une faible lueur, probablement parce que son volume est trop réduit. Grâce à ses recherches, Xion a réussi à modifier la forme de son énergie au moment où il l'émet. Il vient d'utiliser sa magie sur un minerai électrique, qui a alors libéré une grande quantité d'énergie en direction du protagoniste, sans toutefois lui causer de dommages. Il explique aux filles ce qui vient de se passer et sent qu'il est sur le point de faire une découverte majeure, mais il lui manque encore quelque chose. Soudain, Grast arrive avec le père du protagoniste, et ils commencent à discuter. Gawin demande à son fils s'il se souvient de l'extraction du minerai de foudre. Après cet événement, Grast a utilisé les connaissances de Xion pour extraire le même minerai.
Comme il était jusqu'alors impossible de le transporter, il l'a ramené chez lui et a tenté d'en faire commerce. Cependant, cette pratique est mal vue, et Grast s'excuse pour cela. Le protagoniste lui dit qu'il ne voit pas de problème, mais Grast ne comprend pas, car il a exploité son idée sans son consentement, ce qui est mal. Pourtant, le protagoniste ne semble toujours pas gêné par cela. Mais Gawain précise que ce n'est pas le seul sujet à discuter. Ils se rendent alors dans un entrepôt rempli de minerais de foudre. Gawain explique que ces pierres sont très dangereuses à utiliser comme source de lumière et peu pratiques. Si, au début, certaines personnes en ont acheté, plus personne ne s'y intéresse aujourd'hui, et Grast n'a rien vendu. De plus, il a reçu des plaintes concernant le bruit causé par ces minerais. S'il ne trouve pas une solution dans les 3 jours, il ne pourra plus louer l'entrepôt. Grast sait que Chion peut trouver une solution, c'est pourquoi il lui demande de l'aide. À la surprise générale, le protagoniste accepte volontiers de réfléchir à un moyen de résoudre ce problème, mais il précise qu'il ne garantit pas de réussir, donc mieux vaut ne pas se faire d'illusions. Il demande alors pourquoi les pierres sont si espacées et décide de tester quelque chose. Il nous montre ensuite le métal obtenu après le raffinage et la fonte du minerai de foudre. Le protagoniste se demande si, en les heurtant, ces métaux produiraient des étincelles électriques. Après vérification, il se rend compte que non. Il cherche alors à savoir à quel moment du processus les éclairs ont cessé d'apparaître. Le forgeron pense que c'est lorsqu'il a calciné le métal pour le faire fondre. Cette réflexion intrigue Chion, qui demande à son père s'il peut essayer quelque chose. Gawain accepte, et le protagoniste utilise alors son flar, qui s'illumine d'une flamme bleue. Grast est sous le choc et demande immédiatement une explication. Le protagoniste lui répond que c'est de la magie et lui donne tout le contexte. Grast, bien que stupéfait, finit par croire le protagoniste, car il vient de voir de ses propres yeux sa magie en action. Il se demande alors si, en raffinant le métal avec ce feu spécial, le résultat serait différent. Chion n'a pas de réponse certaine, car il commence à peine à étudier la magie. N'ayant pas d'autre choix, le forgeron décide de tester cette méthode. Comme cela prendra environ 1 heure, il propose à tout le monde d'attendre dehors, mais le protagoniste préfère rester pour observer le processus, et bien sûr, si Chion reste, Marie aussi. Après un long travail, Grast finit par obtenir un résultat. Cette fois, les 2 morceaux de métal réagissent bel et bien, un éclair jaillit sous les yeux émerveillés de tous. Le protagoniste réalise ainsi une avancée majeure dans ses expérimentations et bâtit ce nouveau matériau acier de foudre. Tout le monde se met alors à travailler pour produire davantage d'acier de foudre, mais c'est surtout Grast qui a fourni le plus d'efforts, forgeant sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits. Grâce à cela, Chion présente maintenant de nouveaux produits, la lampe de foudre, capable d'émettre une puissante lumière, même dans l'obscurité la plus totale. Il suffit d'enlever un isolant au centre pour qu'elle brille intensément. Le silex de foudre, qui permet d'allumer un feu bien plus facilement qu'un silex ordinaire. Ces 2 objets seront disponibles dans la boutique de Grast, et de nombreuses bonnes choses s'annoncent. Les parents de Chion sont très fiers de lui, admirant son talent et son ingéniosité. Marie est également ravie pour son frère, mais elle affirme qu'elle savait déjà à quel point il était brillant depuis le début. Grast, quant à lui, se demande comment un garçon a pu avoir une idée aussi géniale et le félicite. Mais alors qu'il s'apprête à dire quelque chose, Gawain l'interrompt brusquement, lui demandant de se taire, ce qui surprend le protagoniste et crée un moment de malaise. Le forgeron s'excuse, et pour alléger l'ambiance, Emma propose d'aller tous déjeuner après cette dure journée de travail. Chion est curieux de savoir ce que Grast voulait dire, mais pour l'instant, il est temps de rentrer. Avant de partir, le forgeron lui promet une récompense pour toute l'aide qu'il lui a apportée. Marie demande ce qu'il entend par récompense, et le protagoniste explique que lorsqu'il fabriquait la lampe et le silex, une idée lui est venue en tête. Quelques jours plus tard, on apprend que les produits ont été un énorme succès et se sont vendus en un clin d'œil. Les filles demandent au protagoniste ce qu'il compte faire aujourd'hui. Il répond qu'il va poursuivre ses recherches. Il rappelle que le feu ne peut pas brûler sans oxygène et s'éteint lorsqu'il est enfermé dans un espace clos. Mais qu'en est-il du feu magique? Il décide de tester en utilisant son flar sur une bougie. Marie pense que la flamme ne s'éteindra pas, tandis que Rose est persuadée du contraire. Après un moment, il constate que la flamme magique reste allumée. Cela signifie qu'elle n'a pas besoin d'oxygène, mais personne ne comprend pourquoi. Chion suppose que l'énergie magique peut simplifier certains phénomènes, peu importe les conditions extérieures. Marie lui demande comment il pourrait exploiter cela, mais il n'a pas encore de réponse. Cependant, le mot combustible vient de lui donner une idée. Il lance son flar en l'air et demande à Marie d'envoyer une sphère d'énergie pour la percuter. L'impact déclenche une explosion, heureusement pas assez puissante pour être dangereuse. Rose, inquiète, lui demande s'il savait que cela allait arriver. Chion admet qu'il n'en avait aucune idée. Cette expérience le plonge dans une réflexion intense sur le feu, l'oxygène, l'électricité et le flux de courant. Il se rend alors auprès du minerai de foudre et y applique son énergie. C'est là qu'il comprend quelque chose d'essentiel, ce n'est pas de la pure énergie magique, mais une interaction entre l'air et l'énergie magique.
Il en conclut que l'énergie magique peut amplifier les propriétés des éléments avec lesquels elle interagit. Ce qui le rend encore plus heureux, c'est qu'il vient de réaliser une découverte majeure. Il nomme cette fusion magie composite. Quelques jours plus tard, Grast lui apporte un objet qu'il lui avait demandé de fabriquer, une paire de gants faits de cristal de papier, un excellent isolant, ainsi que d'un cuir de haute qualité résistant au feu. Enfin, il passe à l'étape suivante de son expérience, il envoie des éclairs pour observer leur réaction. Et cette fois, ça marche. Il vient de créer sa propre compétence, Bolt. Son père, Gawain, est impressionné, même s'il ne peut pas voir la magie. Marie félicite son frère, affirmant que c'est la chose la plus incroyable qu'il ait faite jusqu'à présent. Xion, submergé par l'émotion, se met à pleurer de joie. Pendant la nuit, il surprend une conversation entre son père et Emma, où Gawain révèle que Xion est un enfant exceptionnel, mais surtout qu'il n'est pas réellement leur fils. Un mystérieux individu leur aurait confié la garde de lui et de Marie. Un énorme mystère vient d'être dévoilé, et ça promet pour la suite. Le protagoniste continue son entraînement, et le Bolt s'est amélioré en puissance, en portée et en précision. Xion remercie les deux filles de l'accompagner toujours, et Marie lui répond que c'est normal puisqu'il est de son devoir de grande sœur. Ces paroles rappellent au protagoniste ce qu'il a entendu cette nuit-là, et il sait désormais qu'il n'est plus son frère. Il ne peut s'empêcher de repenser aux propositions que Marie lui a faites il y a quelque temps, mais il sait que rien de tout cela n'est correct. Pendant la nuit, il comprend que penser à ce genre de choses n'est pas une bonne idée et décide donc de se concentrer uniquement sur la magie. Il nous explique alors qu'il a fait quelques découvertes, notamment que combiner deux sphères d'énergie magique augmente leur quantité et leur densité, donnant ainsi naissance à la magie synergique. La version améliorée du Flar utilisant la magie synergique s'appelle le Twin Flar, tandis que la version améliorée du Bolt devient le Lightning Bolt. Enfin, en ajoutant encore plus d'énergie magique au Flar, il obtient le Bomb Flar. Le lendemain, Xion se rend au lac pour expérimenter. Il essaie d'utiliser la magie, mais les filles ne comprennent pas ce qu'il fait. Il leur explique que l'expérience de l'autre jour lui a permis de découvrir qu'en émettant de l'énergie dans l'atmosphère, celle-ci acquiert les propriétés de l'air. Alors, il s'est demandé ce qui se passerait s'il émettait de l'énergie magique sous l'eau. Cependant, pour l'instant, rien ne fonctionne. Il décide donc de changer d'approche pour voir si quelque chose donne un résultat. Un peu plus tard, on voit que l'eau commence à bouger. Il a donné l'ordre à son énergie de soulever l'eau, ce qui confirme ses soupçons, sa magie réagit aussi avec l'eau. C'est une découverte excitante, mais pour le moment, cette réaction n'a aucune utilité concrète. Il se demande néanmoins si l'eau présente dans l'atmosphère pourrait être utilisée. Il prévient alors les filles de faire attention, Xion tente de rassembler l'eau de l'atmosphère, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas. Toutefois, il remarque que sa main semble légèrement plus humide. Il décide alors d'essayer avec une sphère d'énergie beaucoup plus grande afin d'attirer une plus grande quantité d'eau. Peu après, on constate que cela fonctionne parfaitement. Marie, intriguée, demande une explication. Xion lui explique qu'il a dispersé son énergie le plus finement possible pour rassembler l'eau sur une zone plus étendue. Il semble que cette méthode consomme moins d'énergie que de déplacer l'eau directement. Lorsqu'elle lui demande comment il compte appeler cette magie, il pense que le nom à quoi serait le plus approprié. Rose et Marie essaient à leur tour et réussissent également avec une relative facilité. Le protagoniste est satisfait de ses avancées avec le feu, l'eau et la foudre, et il considère qu'il est temps de passer à l'étape suivante de ses recherches. Un peu plus tard, on retrouve le groupe à la guilde des aventuriers. Grast leur demande s'ils sont sûrs de vouloir s'inscrire. Marie, bien que légèrement effrayée, sait qu'il est temps de surmonter ses peurs. Sinon, elle ne pourra jamais devenir forte ni protéger son frère Xion. Elle demande à Grast de ne pas en parler à leur père. En entrant dans la guilde, Grast se présente comme un aventurier de niveau platine et demande l'enregistrement de ses 3 compagnons. La réceptionniste accepte, mais demande si les 2 adultes présents les recommandent. Elle fait référence à Grast et à Gawain. Contre toute attente, Gawain répond qu'il les recommande, et on découvre alors qu'il est un aventurier de niveau diamant, ce qui surprend tout le monde, y compris la réceptionniste. Cependant, Gawain demande à ses enfants d'accepter une mission de la guilde et leur dit qu'ils en reparleront plus tard. Après avoir rempli les formalités, il interroge tout le groupe sur ce que tout cela signifie. Grast s'excuse d'avoir fait cela sans autorisation, et les autres s'excusent également. Mais Gawain s'y attendait déjà. Xion lui demande s'il savait vraiment qu'ils allaient chasser des monstres. Gawain répond qu'il ne savait pas pour les monstres, mais qu'il se doutait qu'il tramait quelque chose. Comment l'a-t-il découvert? Eh bien, ces derniers jours, chaque fois qu'on posait une question à Marie, elle détournait beaucoup le regard. Ce n'était donc pas difficile de deviner. Il veut maintenant savoir pourquoi ils ont décidé de faire quelque chose d'aussi dangereux que chasser des monstres sans même l'en avertir. Aucun des deux ne sait quoi répondre et s'excuse immédiatement. Grast tente de défendre leur décision en disant qu'ils ont leur raison de vouloir partir à l'aventure, mais Gawain préfère entendre la version de ses enfants. Un peu plus tard, après avoir entendu leurs explications, il dit comprendre leur motivation, ils ne veulent pas chasser des monstres juste pour s'amuser. Il est surpris,
mais aussi soulagé que ses enfants aient au moins demandé l'aide d'un adulte fort et fiable pour une telle tâche. Il leur demande à l'avenir de le prévenir lui aussi, afin qu'ils puissent être en sécurité avec 2 aventuriers de haut niveau. Gawain décide donc de les accompagner. Dans la forêt, il tombe sur des monstres absolument horribles. Gawain, seul, s'en débarrasse en quelques mouvements d'épée. Grast n'est même plus surpris, car il semble que Gawain ait toujours été aussi fort. Celui qui est véritablement choqué, c'est Chion, qui n'avait aucune idée que son père était aussi puissant. Malheureusement, ces monstres ne sont pas en état d'être utilisés pour ces expériences. Gawain les prévient que le nombre d'ennemis a seulement diminué pour l'instant, car d'autres monstres arriveront bientôt. Il leur recommande donc de se préparer au combat. En effet, plusieurs créatures font déjà leur apparition. Comme elles sont plus faibles qu'un gobelin, elles sont parfaites pour un premier affrontement. Le mot gobelin rappelle de très mauvais souvenirs à Marie, mais elle sait que ce n'est pas le moment de faiblir. Gawain donne des instructions aux jeunes sur la manière de combattre et conseille à Chion de rester en arrière, car les ennemis ne s'attendront pas à une attaque à distance. Chion sait que la magie serait idéale dans cette situation, alors il décide d'attaquer en premier et parvient instantanément à vaincre un ennemi. Mais un autre monstre fonce sur lui. Comme Chion ne peut pas lancer un sort aussi rapidement, Marie le défend avec son épée. Rose, quant à elle, affronte aussi un ennemi, ce qui laisse à Chion le temps de préparer une nouvelle attaque magique. Le combat semble terminé, mais en réalité, Chion lance un sort juste derrière les filles, car elles viennent d'échapper de peu à une embuscade. Elles le remercient, mais il leur dit que c'est lui qui devrait les remercier pour l'avoir sauvé un peu plus tôt. Marie ressent que ce combat lui a fait du bien, car elle a maintenant un peu plus confiance en elle. Gawain félicite tout le monde pour avoir combattu de manière aussi impressionnante. Mais il est temps de passer à la prochaine tanière. Personne ne s'y attendait, mais Gawain est très enthousiaste et souhaite que ses enfants gagnent un maximum d'expérience en combat réel. Après plusieurs heures, les jeunes sont épuisés, ayant littéralement combattu jusqu'à l'épuisement. Ils ont réussi à éliminer tous les monstres. Malgré leur manque de résistance, ils sont ravis de découvrir qu'ils ont les qualités nécessaires pour se battre. Pendant que les adultes partent récupérer le butin, ils doivent se reposer. Cependant, Chion sent quelque chose à l'intérieur d'une des tanières. Il veut entrer, mais les filles ne sont pas très rassurées. Finalement, elles cèdent, bien que Rose ait très peur et que Marie ressente un danger imminent. En avançant, Chion aperçoit une lumière inhabituelle. En s'approchant, il découvre qu'il s'agit d'une fée. Personne ne s'y attendait. La question est maintenant de savoir quoi faire avec elle. Chion veut la libérer, et Marie et Rose décident de le soutenir. Lorsqu'ils ouvrent la cage, la fée est surprise et s'envole immédiatement. C'est un moment totalement inattendu pour eux, car ils n'avaient jamais vu de fée auparavant, encore moins une en train de voler. Chion espère simplement qu'elle pourra rentrer chez elle sans problème. Dans la soirée, Chion, Marie et son père rentrent à la maison, mais Emma ne comprend pas pourquoi ils sont dans un état aussi lamentable. Gawain tente de faire comme si de rien n'était, mais elle l'attrape immédiatement pour lui demander des explications. Peu après, la mère leur dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Elle sait déjà qu'ils sont partis chasser des monstres, car Gawain lui a tout expliqué. Ce qui la met en colère, c'est qu'elle connaît trop bien son mari et sait qu'il les aura poussés à combattre pour qu'il gagne le plus d'expérience possible. Gawain est ainsi lorsqu'il s'enthousiasme pour quelque chose. Ce qu'elle n'a pas aimé, c'est de voir l'état dans lequel ils sont rentrés. Emma leur fait comprendre qu'elle les soutiendra dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, mais qu'en échange, ils doivent faire le maximum pour rester en sécurité. Tant qu'ils sont en vie et en bonne santé, elle sera heureuse. Chion et Marie la remercient pour sa compréhension, mais lui demandent aussi pardon de ne pas l'avoir informée plus tôt. Maintenant que tout est réglé, ils décident d'aller prendre un bon bain avant le dîner. C'est une scène des plus normales, bien sûr, mais Chion a un sérieux problème avec cette situation. Il vient de se rappeler que Marie et Rose ne sont pas liées à lui par le sang. Cette pensée le trouble profondément, mais il se met aussitôt à réfléchir à tout ce qu'il a vécu avec sa famille dans ce monde. Tout ce qu'il a fait pour arriver là où il est maintenant.